Alors c'est un drôle de sujet, donc je vais peut-être vous expliquer un peu la nature de ce sujet et pourquoi cette question de la littérature à la rescousse de l'architecture. Bon, je suis architecte. Il y a des architectes ici dans la salle? On peut lever quelques mains. C'est pour savoir si je peux dire n'importe quoi ou bien... Malheureusement non, il y a déjà quelques architectes, donc je devrais faire attention à ce que je dis. Voilà, je suppose que tous les autres sont intéressés par la littérature, ou du moins je l'espère. Donc ce que je vais expliquer, c'est une sorte de... il y a une montre là, c'est parfait. C'est une sorte de parcours, hein, d'un parcours personnel en fait. Et ce parcours personnel m'a amené, moi qui suis architecte depuis 35 ans à peu près, à mêler de la littérature à ma production architecturale. En fait, c'est un peu cette question-là. Alors, je vais expliquer comment ça s'est déroulé et quelle est l'importance de chacun des événements, etc. Alors, ça a commencé par un livre de Calvino, qui s'appelle, alors, Italo Calvino, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'était un écrivain italien, qui est le pendant italien du mouvement oulipien. Hein, donc, Georges Perec, des gens comme ça, c'est des gens qui ont pas mal travaillé sur la question des contraintes dans la littérature. Hein, Georges Perec, c'est quelqu'un qui a écrit un roman dans lequel il n'y avait pas la lettre E, par exemple, mais qui est un très beau roman. Donc, et Calvino est quelqu'un qui s'est toujours très fort intéressé à la fabrication de la littérature et qui a écrit lui-même des romans, Le Baron Perché, enfin, c'est un type assez amusant. Et dans les années 80, à la fin de sa vie, il a été invité par une université américaine. Et l'université américaine lui a demandé de faire une série de conférences, en fait, et de dire quelles sont les valeurs que vous pensez qui seraient utiles pour l'architecture du XXIe siècle. Et il a préparé des conférences. Et on a retrouvé ses notes, donc, hein, il avait prévu 6 conférences, en fait, dont il a écrit 5 conférences, et ces conférences, il ne les a jamais données. Il ne les a jamais données parce qu'il est mort avant, simplement. Mais ces notes ont été retrouvées, elles ont été publiées, donc c'est Les leçons américaines, hein, qui est un livre extraordinaire que je vous conseille. Enfin, si vous aimez la littérature, c'est un livre absolument fantastique. Mais alors, ce qui a été vraiment étrange pour moi qui lisais ce livre en tant que lecteur, quoi, voilà, je trouvais que c'était un livre intéressant de savoir c'était quoi les valeurs de la littérature pour lui. Il y a une sorte de corrélation parfaite entre les valeurs qu'il a données et l'architecture, pour moi. C'est-à-dire que je suis arrivé à un fait que les notions qu'il disait pour la littérature, comment est-ce qu'on peut faire un bouquin intéressant, je pouvais les appliquer à l'architecture. Voilà. Et donc pour moi, c'était mon premier déclic sur la question de la littérature. Je n'avais jamais écrit avant. Bon, voilà. Et donc je vais brièvement exposer ce que Calvino a dit, mais ça va nous prendre peut-être 5 minutes. Puis je vais essayer de vous expliquer comment je suis arrivé petit à petit à écrire un peu autour des projets que je faisais, et puis la dimension que ça a pris dans ma trajectoire personnelle. Voilà. Alors, la première conférence que Calvino voulait donner, c'était la légèreté. Alors la légèreté, c'est intéressant parce qu'il disait, pour écrire quelque chose d'intéressant, il faut travailler par soustraction. Il faut travailler par soustraction, c'est-à-dire il faut toujours alléger. Hein. Et il disait, alléger, ce n'est pas la légèreté, la futilité, hein, rien à voir. Hein, c'est plutôt, il disait, donc léger comme l'oiseau, pas comme la plume. Hein, donc c'est être léger, s'alléger. Et c'est intéressant parce que, évidemment, la construction, depuis tous les temps, il y a un ingénieur dans la salle, donc depuis longtemps, c'est une recherche de la légèreté. Hein. Le fait de construire, c'est une recherche aussi de la légèreté. Si vous prenez les pyramides, puis les églises romanes, les églises gothiques, il y a de moins en moins de poids pour de plus en plus de portée, quoi, hein, donc allégé. Et donc ça, c'était déjà quelque chose qui me semblait très intéressant. Et donc cette notion un peu de privation, il y a un peu les thèmes des ermites qui se privent pour arriver à la légèreté. Premier thème. Alors le deuxième thème qu'il utilise, c'est la rapidité. Alors pourquoi il parle de rapidité? Alors de nouveau, il faut toujours expliquer que Calvino, qui est un être un peu complexe, quand il parle d'une notion, il parle de l'inverse en même temps. Donc quand il parle de la légèreté, il parle aussi de la gravité, hein, du poids des choses, hein, qui lui semble tout aussi important que la légèreté. Mais c'est sur ce contraste que les choses s'aèrent. Donc les choses sont légères parce que d'autres sont pesantes. Et donc la gravité est une chose aussi importante. Et quand il parle de la rapidité, il parle évidemment aussi de la lenteur, c'est-à-dire que les choses doivent prendre du temps. Et donc il parle de la rapidité, il raconte par exemple un conte, hein, une histoire classique de la littérature française du XIVe, je crois à peu près, qui dit
un roi se trouva malade un jour. Et il fit venir les sages de son palais, et un sage lui dit « Ce qu'il vous faut, c'est manger une plume d'ogre. » Mais le problème, c'est que l'ogre, il mange tous les chrétiens qui s'approchent autour de lui. Le roi essaya de trouver quelqu'un pour aller chercher cette plume d'ogre, mais il n'y avait personne. Il désigna un monsieur, ce monsieur partit un soir, un de ses plus fidèles commis, il s'arrêta dans une auberge. Bon, voilà, c'est le début d'une histoire. Hein? Alors, on ne vous a pas expliqué quelle maladie avait le roi, c'était le roi de qui, dans quel pays c'était, à quel siècle c'était, pourquoi est-ce que c'était une plume d'ogre, enfin c'est aberrant. Hein? Tout ça, on ne vous a pas expliqué, mais c'est la fascination du conte, quoi, où on va à l'essentiel. Donc on va directement à l'essentiel et on ne s'emberlificote pas de choses trop complexes qui tournent autour, on va au fait. On va au fait. Et l'architecture, quelque part, va au fait. C'est-à-dire que de la même manière que dans la littérature, le petit conte que je vous ai raconté, on n'allait que vers des choses qui avaient une fonction. Le type était roi, on ne dit pas s'il était blond, s'il avait les yeux bleus, etc. Non, il était roi, ça c'était important. Et c'était une plume d'ogre et pas une plume de nain, quoi. Et donc, on est allé à l'essentiel. Et l'architecture, c'est aussi, hein, c'est l'obsession architecturale de notre siècle, enfin, ou du siècle passé du moins, c'est la fonctionnalité, c'est d'être fonctionnel et donc d'arriver à dire les choses nécessaires par rapport à la fonction. C'est l'inverse de ceci, hein, où on torsade les colonnes, d'ailleurs c'est très chouette aussi ceci, hein, on torsade les colonnes, on met un peu de temps pour porter ici, hein, et on rajoute une guirlande, etc. etc. L'architecture fonctionnaliste voulait aller à l'essentiel. Mais quand il parle de la rapidité, il parle aussi de la lenteur. Il évoque Jacques le Fataliste de Diderot. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin absolument fantastique, où Jacques est toujours en train d'expliquer à son maître une histoire. Ils sont chaque fois dérangés, il y a des circonvolutions. Hein, c'est aussi un des grands systèmes de la littérature, c'est de ne pas aller au fait, c'est de tourner autour du pot, en fait. Hein. Et donc, la rapidité contre... voilà, la torsade, quoi, la circonvolution. Troisième sujet, l'exactitude. Et l'exactitude, il l'envisage comme, je reprends ces termes, comme le projet d'un ouvrage, donc d'un roman défini et calculé avec justesse. Au moment où on fait la nouvelle, on fait le roman, on sait où elle commence, on sait où elle finit, et on a une exactitude dans le déroulement. Et donc c'est à la fois l'exactitude globale, hein, mais c'est aussi l'exactitude des morceaux, des parties, de chacun des éléments qui doivent être précisés avec soin, qui doivent être expliqués avec soin. Et c'est ça qui est vraiment fantastique avec Calvino, c'est qu'il n'y a jamais quelque chose qui n'est pas expliqué sans que son contraire ne soit expliqué en même temps. Et donc il évoque Musil en disant qu'il n'y a pas de solution générale, mais que c'est la combinaison de la résolution de toutes les questions particulières qui vont peut-être résoudre la question générale. Il évoque aussi Flaubert à propos du détail. Hein. Flaubert a expliqué que le bon Dieu est dans le détail, et c'est vrai. Hein. C'est vrai, mais est-ce que le bon Dieu est suffisant? Est-ce que le détail est suffisant, hein? Donc, mais est-ce que c'est un ensemble de détails qui fabrique une chose complète? Évidemment, exactitude pour un architecte, pour un ingénieur, on sait bien ce que ça suppose. Et quatrième point, la visibilité. Alors la visibilité, c'est évidemment en architecture, la visibilité, peut-être qu'aujourd'hui l'architecture est trop visible d'ailleurs. Hein. C'est l'obsession des architectes de la jet set actuelle, c'est d'être visible. Vous voyez Guggenheim, hein, vous voyez, il faut qu'avant tout ça soit visible, il ne faut pas que ce soit fonctionnel, ça c'est fini. Il faut que la visibilité est au début de la question. Et donc, mais pour Calvino, la visibilité, quand il en parle, c'est aussi cette notion de la description et que les choses soient claires au moment où on les lit. Le pouvoir d'évocation, le pouvoir d'imagination est important. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans son système, Calvino nous dit que la visibilité, on peut l'obtenir de deux manières. Une manière qui est presque postmoderne, je dirais, hein, qui est recycler des vieilles images. Hein. On peut... rapprochez-vous, hein, il y a des gens qui sont arrivés, ils se mettent derrière, j'ai l'impression que je vais les voir en arrière-plan. Rapprochez-vous. Non? Bon, c'est peut-être des gens qui veulent partir avant la fin, on peut comprendre la prudence. Et donc, la question de la visibilité, c'est tout à fait fondamental, hein, aussi bien dans la littérature
que dans l'architecture. Et donc, la visibilité, c'est soit recycler des vieilles images, qui est vraiment un truc tout à fait postmodernisme. On sait que le postmodernisme a embelli ou enlaidi l'architecture des 30 dernières années, on ne sait pas, ça dépend de quel côté on se place. Soit ça, soit de nouveau, pour être parfaitement visible, c'est arriver à un très haut niveau d'abstraction. Un niveau, ce qui est un peu la volonté des modernistes, hein, la grande barre horizontale avec seulement une fenêtre, quoi. Et c'est on ne regarde plus que la fenêtre parce que le reste est noyé dans une sorte de chose très, très lisse. Donc visibilité. Et la dernière, c'est la question de la multiplicité. Et donc la multiplicité, c'est le plus compliqué à comprendre, mais c'est aussi le plus passionnant. C'est essayer de comprendre la littérature comme un système de systèmes, c'est-à-dire comme finalement... c'est la question de Proust en fait, hein, c'est la question de la recherche, c'est que Proust a une sorte d'ambition démesurée dans son projet, mais qu'au fur et à mesure où il l'écrit, ce qu'il met dedans modifie la structure. Et donc, c'est des travaux qui n'ont jamais de fin, si vous voulez, parce que le fait d'introduire quelque chose dans l'œuvre modifie la structure de l'œuvre. Et alors, comment est-ce qu'on la finit? Puisque chaque fois qu'on veut la continuer, elle se dilate, etc. Et donc, la multiplicité, c'est la question sur la question des réseaux qui sont entrecroisés. Ça, c'est une chose qui obsède l'architecture depuis Deleuze. C'est de se dire que les choses ne sont pas fixes, ne sont pas verticales, elles sont croisées et que les choses s'en mêlent. Hein, c'est le méli-mélo, c'est le micmac, c'est des trucs qui sont tellement complexes. Et Dieu sait, pour l'architecture, depuis une dizaine d'années, c'est tout à fait cette question-là qui est posée. Les questions sont trop complexes, donc on n'arrive plus vraiment à démêler la pelote, si vous voulez, hein, dans cette affaire-là. Donc c'est un peu cette question-là. Et donc, oui, il évoque aussi, de nouveau, parce qu'il voit toujours la multiplicité comme son contraire aussi, donc l'hyper-simplicité. Hein, et il revient sur Flaubert, qui est quand même un écrivain assez étonnant là-dedans, qui avait écrit à Louis Collet, qui avait expliqué à Louis Collet que son rêve, c'était de faire un livre sur rien. Et je crois que le rêve de l'architecte, c'est quand même de faire une architecture sur rien aussi, quoi. Hein. Et si vous regardez les projets de Zumthor, qui est un architecte contemporain assez extraordinaire, la chapelle de Zumthor que j'étais voir en Allemagne, c'est absolument extraordinaire. C'est une chapelle, mais le dénuement du bâtiment, que vous regardez ça de l'extérieur, c'est une sorte de grand parapluie en béton, on ne voit rien, quoi. On voit juste un parapluie en béton. Et alors à l'intérieur, bon, il y a des choses qui se passent, mais l'idée est d'arriver au moins possible. Hein, c'est des minimalistes, etc., etc. Et donc, c'est marrant parce que Flaubert, en même temps qu'il écrivait à Louis Collet, mon rêve, c'est de faire un livre sur rien, il faisait un livre sur tout. Il faisait Bouvard et Pécuchet, qui est une sorte de livre encyclopédique qui se nourrit lui-même de tout ce qui... Donc, c'est toujours extraordinaire de voir des gens comme ça qui sont partagés entre des choses qui sont complètement différentes. Il y a Bouvard et Pécuchet d'un côté, et puis il y a un cœur simple de l'autre côté. Alors, comment voulez-vous mettre les deux choses ensemble? C'est extraordinaire, chez la même personne, d'arriver à ça. Voilà, donc ça c'est la multiplicité. Et alors il y avait un dernier sujet, mais alors il l'a jamais écrit. Donc la veuve de Calvino a retrouvé quelques textes qui laisseraient évoquer que la consistance, alors qu'est-ce que ça veut dire, la densité peut-être, quelque chose comme ça, était un des 6 thèmes qu'il aurait voulu aborder. Je pense qu'il était question, on pense qu'il était question de la nouvelle de Melville qui s'appelle Bartleby, une espèce de petit bijou que je vous conseille aussi de lire. Hein, donc Melville qui à la fois a écrit Moby Dick, une espèce de machin, un truc tout à fait complet. Il écrit une nouvelle simplement sur le pouvoir de résilience d'un homme dans une étude d'un notaire qui simplement refuse certaines choses et tout s'écroule autour de lui parce qu'il dit je préférerais pas. On lui demande d'écrire, il dit je préfère pas. Et donc, bon, ça reste de la spéculation. On sait que Calvino avait... Bon. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec mon travail? Simplement, mais c'est simplement qu'à un moment donné, cette question-là, au moment où je lisais le livre, j'avais complètement la question architecturale qui me travaillait, et je ne lisais plus ça comme un traité sur la littérature, mais comme un traité d'architecture. Voilà. Je vais prendre le pointeur pour essayer de... Bon. Alors, maintenant, on va rentrer dans l'architecture et je vais vous passer des images. Je serai très peu pédagogue en matière d'architecture parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je vais simplement montrer des projets que j'ai faits et vous donner simplement certaines émotions, certaines choses qui me sont apparues au moment où je les composais et puis comment est-ce que graduellement j'en suis arrivé à écrire. Voilà, je vais simplement essayer d'expliquer ça. Alors, professionnellement, je travaille dans un domaine qui est un peu...
pas décrié, mais qui n'est pas très valorisé, je dirais, c'est le logement social, les équipements de quartier, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui ne sont pas des musées, des gares, des trucs, voilà. C'est plutôt des choses qui sont dans des mauvais quartiers. Donc beaucoup de travail que j'ai fait se passe dans cette question-là. Donc ici, c'est la rénovation ou la proposition que j'avais faite de transformer la piscine de la Brouche-Terre en logement social. Donc, dans les photos, vous verrez les photos vues d'avion, il y a toujours un canal, une autoroute et un vieil entrepôt, parce que j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur un beau site. On me donne toujours des trucs résiduels, quoi, parce que le logement social se met dans les résidus. La ville rejette les corps qu'elle n'aime pas. La ville rejette à l'extérieur ou loin le social, les prisons, les cimetières, des choses comme ça. Donc, la piscine de la Brouche-Terre. Ici, 2 minuscules, c'est mon premier travail de logement social à Molenbeek, 2 petits carrés. Alors il y en a un qui faisait 6 mètres sur 9, donc c'est un angle, mais c'est minuscule. Il y a un autre ensemble à Molenbeek, aussi tout à fait petit pour faire 8 logements. Donc l'autre c'était 3 logements. Hein, donc ce n'est pas des grosses opérations. Dans des secteurs où les barres de logement social se sont mis d'une manière extrêmement violente, avec plein d'entrepôts autour. À Liège, là aussi, entre le canal et le chemin de fer, dans le quartier Saint-Léonard, toujours des restes, quoi. Et donc ça c'est la piscine avant qu'on ait entrepris. C'est une piscine où j'avais proposé de la transformer en logement social. Elle était abandonnée, c'était l'ancienne piscine communale de Charleroi. Et qu'on a transformé, donc voilà, on a ajouté des boîtes à l'intérieur, on a mis de la terre dans le bassin pour en faire un jardin, des choses comme ça. Mais je montre ces photos-là pas tellement pour ça, c'est que les photos que vous demandez à un photographe, on est lié à l'image, visibilité, hein, il faut communiquer. Et quand vous demandez à un photographe de faire des photos, je ne sais pas si vous remarquez, mais toutes ces photos de projets, donc ici la piscine, là le petit immeuble de 6 mètres sur 9 dans lequel il y a 3 logements, un au premier, un au deuxième, un au troisième, même pas au rez-de-chaussée, parce que le rez-de-chaussée, on avait été obligé de le donner au voisin pour qu'il fasse un agrandissement de son salon. Enfin, c'est du chipotage, hein, je veux dire. Donc, vous voyez, le point commun de toutes ces photos, ici, rue 80 à Molenbeek, où on avait un peu poussé le bâtiment un peu plus que prévu pour qu'il devienne le porche de l'église qui était derrière. Et donc, toutes ces photos, personne. Vous voyez, il n'y a personne. Alors qu'ici, il y a une densité, Molenbeek, c'est une densité dingue, il y a des gens partout. Je ne sais pas pourquoi, mais les architectes, les photographes qui font des photos d'architecture, il n'y a jamais personne. Et c'est un peu cette recherche de l'humain, du type qui habite, qui vit, qui m'a un peu poussé à compléter cette question-là, parce que j'étais un peu, voilà. Alors chaque fois, je pousse les photographes en disant, mais enfin, c'est pas vrai, quoi, comment tu as fait, etc. C'est comme si les gens n'étaient pas beaux, et enfin, il y a une manière de faire. Et donc, c'est aussi une manière d'introduire des gens dans l'architecture avant qu'elle soit construite. Alors parfois, 2 personnes. Et alors c'est beaucoup plus comique quand les habitants eux-mêmes vous envoient leurs photos. Parce que ça c'est chouette, parce qu'eux se mettent en scène. Et donc là c'est les habitants qui m'avaient dit, voilà, ça c'est nous qui jouons au foot et votre bâtiment il est derrière. Et les proportions ne sont pas justes, la photo est mauvaise, mais c'est beaucoup plus sympa. Il y a une photographe qui s'appelle Marie-Françoise Pissard qui fait des photos à l'intérieur. Et regardez, alors ça c'est aussi fantastique, c'est la manière, j'en parlerai un peu plus tard, c'est la manière, ce que les architectes espèrent faire et la manière dont c'est vécu, c'est tout à fait différent. Hein, vous espérez une sorte de minimalisme de Bonalois, comme ça, avec des plafonds et tout ça est bien blanc, et il y a une chaise peut-être Tenay ou Le Corbusier à l'avant-plan, et alors, finalement on vous met des placards, le canari, la TV, beaucoup d'habitants, des rideaux, des tentures. Moi je trouve ça très chouette, ça ne me dérange pas du tout, hein, mais enfin voilà, les photos sont super, hein, donc face à votre béton dépoli de l'escalier, voilà. Bon. Donc, absence de gens. Ça, c'est une absence de gens. En tout cas, absence de gens avant que le projet se construise. Vous faites votre permis de bâtir, il y a les façades, il y a les coupes, mais il n'y a pas les gens, quoi. Il n'y a pas les gens. Bon, absence de gens. Et puis, nécessité de décrire aussi. Et donc, pour le projet à Liège, on a l'habitude de faire des petits schémas. Pour des concours, hein, finalement, on ne travaille que sur concours. Donc, on fait des petits schémas en disant, attention, pour ce projet à Liège, il faudra tenir compte, numéro 1, des petits bâtiments qui sont des petits ateliers des artisans à côté. 2, de la rue Saint-Léonard qui est très étroite et qui serpente et qui ressemble à un canyon. 3, il y a les collines qui sont très belles, on peut les voir. 4, il y a le canal, c'est peut-être chouette, mais il y a une autoroute entre le canal et le projet. Et donc, essayer de décrire nos intentions, donc de décrire comment ça pourrait se passer. Et ici, une coupe dans le projet en disant, face aux petits ateliers
de la rue, d'une toute petite rue piétonne Brailly qui est là, on pourrait peut-être mettre une rue au centre, et puis d'un côté des duplex inversés pour que le soleil étant là, les gens aient le jour en bas et la nuit en dessous, et de l'autre côté des appartements plutôt normaux sur patio, une rue, et alors ici, une pièce, en plus, on nous avait demandé de faire des garages. Moi, je n'ai pas envie de faire des garages, parce que alors, on n'a rien comme budget, on ne va pas en plus dire aux gens, vous allez avoir 15 mètres carrés en moins parce qu'il faut garer la voiture, alors qu'elle pouvait se garer sur la route. Et donc, on n'avait pas fait de garage, on avait fait des pièces. On avait dit, c'est une pièce en plus. Elle est donnée, voilà, vous pouvez la voir, quoi. Elle n'est pas finie, vous pouvez la voir. Et comme c'était quelque chose d'assez compliqué de dire, on vous donne une pièce en plus, j'avais imaginé, c'est là que j'ai trempé le doigt dans la question fatale, je m'étais dit, je vais simplement écrire une petite histoire. Un ado qui revient à la maison après un petit passage en prison et qui revient et ses parents doivent quand même le loger quelque part, quoi. Où est-ce qu'ils peuvent le mettre? Quelqu'un qui fait du bricolage, où est-ce qu'il peut le faire, etc., etc. Et donc il y avait à chaque fois des petites histoires qui essayaient de mettre en œuvre à la fois la question de la fonction, donc les fonctions que j'imaginais pour ces choses-là, mais aussi la vue sur la colline, la proximité de l'autoroute qui allait faire du bruit, etc. Donc la question c'était donc de décrire. Première idée, d'écrire. D'écrire d'une manière différente, parce que l'architecture est plein de moyens d'écrire. Il y a le plan, la coupe, la façade, la 3D, etc. etc. Mais avec ces éléments-là de description, vous ne savez pas tout décrire. Hein. Par exemple, vous ne savez pas décrire l'odeur. Vous ne savez pas décrire le vieillissement des choses. Vous ne savez pas décrire comment sera votre bâtiment dans 20 ans, quand le enduit va commencer à péter un peu, etc. etc. Ça, vous ne savez pas le décrire, quand ça va se décrépir un peu. Hein. Vous savez très peu décrire le mouvement. Maintenant, il y a des 3D de mouvement, mais enfin, longer un mur, avoir une baie à gauche, ça peut s'écrire très bien par la littérature, mais par le plan, la coupe et la façade, c'est difficile. Donc c'était ça, c'était élargir les moyens de la représentation, quoi. Essayer de mieux écrire, de faire intervenir des notions qu'on n'apprend pas, mieux d'écrire. Ça, c'est une première. Donc, voilà. Première préoccupation, c'est celle-là. Je vais passer rapidement sur ça. Ça, c'est le projet qui est fini. Encore très peu d'habitants, hein, vous voyez, vraiment très très peu. Les arbres sont un peu malingres. Et alors après, on a gagné un concours. Alors ça, c'était le déclenchement de l'affaire. On gagne un concours qui est le musée de la littérature. Donc à Bruxelles, rue de la Paille, il existe un musée de la littérature qui est à l'Albertine, mais ils veulent se décentrer et faire un petit musée de la littérature. Alors c'est pas grand-chose un musée de la littérature, c'est simplement un petit auditorium, une petite salle d'exposition, beaucoup de stockage, etc., etc. Et là, pour le concours, je me dis comment est-ce que je peux décrire chacune des pièces. Et en fait, voilà, pour décrire la façade, qui est une façade un peu particulière, je me suis mis dans la peau d'une gamine de 8 ans qui est obligée de faire des petits voyages scolaires comme toutes les gamines de 8 ans. Et il y en a qu'elle aime bien, et celle-là, elle aime bien lire, elle aime bien ce voyage scolaire-là, elle se souvient de ça. Donc, 15 ans plus tard, elle se souvient des sorties à pied qui avaient sa préférence, pas la corvée de la piscine de la place des Jeux de Balle le lundi matin, ni le musée des Beaux-Arts, etc., etc., mais elle se souvient des visites qu'elle faisait dans ce bâtiment. Et donc c'était des petites nouvelles, et chacune des pièces était illustrée par une petite nouvelle voilà, qui racontait le bâtiment, mais qui racontait un peu l'ambiance aussi. Il y a un écrivain qui a le tract parce qu'il doit faire une conférence. Alors il est là, et la salle de conférence est au-dessus, il explique comment c'est. Voilà. Et où est-ce qu'on est ici? Oui, alors chaque fois, ça prend un peu plus de place. Et donc ici, il s'agissait de faire une salle de sport. C'était plus une salle de sport. Donc, comme d'habitude, le canal, les entrepôts, etc. Et ici, c'est particulier parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais on est à Evart, à Bruxelles. C'est le quartier des marchands de voitures d'occasion. Enfin, c'est le quartier des trafiquants de voitures, parce qu'on ne va pas non plus utiliser... Hein, donc, en fait, tout ce quartier-là, extrêmement difficile à gérer à Bruxelles, c'est à cheval sur Molenbeek et Anderlecht, extrêmement difficile parce que les gens font rentrer les voitures dans tous les sens, mettent les voitures sur le toit des entrepôts, parfois il y en a un qui s'effondre. Et donc il y a des voitures partout, il y a des milliers de voitures qui sont là, et c'est une zone de non-droit. Hein, donc quand vous rentrez dans la rue, évidemment, il y a tout le travail en noir, etc., etc., c'est une zone assez compliquée. Et là, l'idée c'était de mettre une salle de quartier, une petite salle de quartier ici, puis différentes salles de sport et une salle de mini-foot à l'arrière.
Et donc, pour illustrer aussi le concours, on crée notamment un petit jardin au centre, parce qu'il y a peu d'espace vert. Eh bien, de nouveau, voilà le projet fini à partir du canal. Hein. C'est un projet qui est un peu bricolé, si on veut. Oula, pardon. Voilà, donc la salle de gymnastique, une grande fenêtre pour la salle de gymnastique ici à gauche, et puis la salle de quartier à droite. La toiture accessible parce qu'il y a très peu d'espace dans ce quartier, donc donner une place en plus d'accessibilité, ça nous intéressait. Et puis, on a pris les photos des gens quand le bâtiment était fait, mais pour illustrer le bâtiment, hein, donc ça c'est la salle de mini-foot, si vous voulez, avec une toiture en bois, une structure assez complexe qui est faite avec un bon ingénieur, on avait travaillé là-dessus, et donc une structure en bois qui bouge un peu dans tous les sens, et un mur aussi en brique très particulière, parce qu'on avait cassé la structure générale de la brique pour la rendre plus, au niveau acoustique, meilleure au niveau acoustique. Hein, et ça donnait donc ce plafond en polycarbonate, puisque le plafond de la salle est en verre, enfin en polycarbonate, ça fait une sorte de toiture un peu illuminée la nuit. Hein, et ça, c'est la salle de ping-pong. Et donc, pour illustrer cette question-là, j'avais écrit une nouvelle, hein, une petite histoire qui se passait dans cette pièce-là, donc dans cette grande pièce-là. Hein. Boubacar a monté une équipe de mini-foot avec des collègues à lui qui bossent pour les marchands de voitures, une spécialité du quartier, il ne faut pas nier. Hein. Au début, ils avaient décidé de s'appeler le football club les Trafiquants de Conakry. Mais on leur a conseillé de changer de nom. Ce sera l'association sportive des recycleurs de l'outre-mer, parce que bon, le nom était un peu... voilà. Peu importe, du moment qu'on peut y aller et se mouiller le maillot à l'aise. Cette salle est leur salle. Le sol y est gris et plat comme un lac, parce qu'on avait très longtemps hésité sur la couleur à donner au sol. Mestrier de lignes bleues, orange ou vertes. Le plafond translucide fait des vagues, comme la mer à Tanger, parce que oui, la toiture est légèrement comme ça. Et entre les deux, les murs rouges ont été maçonnés par un abruti qui a mis les blocs à l'envers, parce que c'est vraiment ça qu'on a l'impression, parce qu'effectivement, comme les blocs sont mis de travers, c'est ça. Voilà. Et donc, il y avait une petite nouvelle pour chacun des histoires. Sur cette fameuse toiture qu'on avait laissée accessible, comment on peut expliquer qu'une toiture est accessible et que c'est bien d'avoir un espace en plus. Bon, on avait imaginé une jeune fille. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu la jeune fille qui était là le jour de l'inauguration. Donc, j'étais avec le photographe, je lui ai dit, prends une photo, elle est là. Donc, sur le toit de la maison de quartier, il y a Leila, là-haut, protégée par le voile vert, c'est cette espèce de tissu que vous avez vu, enfin de tôle perforée. Bien sûr, on est censé étudier, parce qu'en fait, c'est une école de devoirs, hein, en dessous. Il y a quelques tables en jardin et des chaises, mais une décapotable qui passe en rugissant, deux types à l'avant, les cheveux brillants et la musique à fond, une péniche qui dérive lentement vers l'écluse, un semi-remorque plein de voitures en route vers Dakar, Beyrouth ou Conakry, un homme qui passe sur le trottoir, s'arrête et lève brièvement les yeux. Donc c'était une manière de rentrer dans l'atmosphère voilà. Et donc chaque fois, les choses se compliquent et se densifient. Donc au début, ça fait 20 lignes, 25 lignes, et puis à un moment donné, voilà, je dois faire, chose que je fais très rarement, une maison individuelle dans un îlot très particulier aussi, puisqu'il y avait un lotissement, c'est à Ytre, le pointeur, voilà, il y avait un lotissement, vous voyez, des petites maisons lotissement, certains ont une piscine, etc. Et puis à un moment donné, ici, on ne le voit pas sur la photo, mais on arrive dans une ancienne sablonnière. Donc ça monte et ça descend dans tous les sens, quoi. Et donc là, il n'y a plus jamais personne qui a construit une maison, évidemment, parce que c'est trop compliqué. On ne savait pas se tenir debout tellement c'était penché, le sol est penché. Et donc finalement, on me demande de faire une maison avec très peu de budget et surtout très peu de surface, toute petite maison. Alors on commence à faire des maquettes, hein, donc vous voyez, le relief est vraiment très, très accentué. C'est une toute petite maison avec une cour carrée, hein, une toute petite un tout petit patio, si vous voulez, et c'est un plan carré, tout simple. Hein. Et en fait, si vous voulez, la question, c'est ça, c'est que d'un côté, on rentre par le milieu, par l'endroit où on peut encore se tenir debout, et puis on descend par là, hein, une première chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre, chaque fois on descend de plus en plus bas, et dans l'autre sens, on monte, c'est-à-dire que là, on passe à la salle à manger, puis on monte, on arrivera dans le salon, qui est ici au-dessus, et donc, d'un côté, on part de très bas, puis on monte, et puis en montant, on arrive à passer au-dessus de l'autre, quoi. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, c'est comme c'était un projet très très compliqué, c'est pour ça qu'on l'a essayé de le décrire d'une manière très, très simple. Donc vous voyez, ça c'est le niveau supérieur, par des 3D, hein, donc on voit le mouvement ascendant que la maison aura en tournant autour, et on voit la coupe, hein, donc comment ça joue avec le relief, donc le patio au centre, la cuisine à droite, la première chambre à gauche. On essaye de faire de la 3D mise sur le terrain pour essayer d'un peu comprendre. Et puis, on fait cette coupe-là. Alors, cette coupe-là, c'est assez simple. Si vous voulez, c'est ce qui explique ce qui se passe quand on passe de la cuisine au salon. Ben, on arrive ici, et là, on est sur une terrasse qui est au-dessus de la première chambre.
Et là, c'est là que ça se corse, c'est là que ça devient le point difficile pour un architecte. Le point difficile pour un architecte, en tout cas pour un architecte un peu fonctionnaliste dans mon genre, c'est ça. Vous voyez, là, ce machin-là. Parce qu'en fait, faire un toit pour un bâtiment qui monte en spirale comme ça, faire un toit qui monte en spirale, ça va. Mais un plancher qui monte en spirale, c'est pas possible. Dans vos salons, si j'avais dit à mes clients, vous savez, c'est pas de problème, mais vous ne pourrez pas vous tenir droit parce que votre plancher est en pente, ça va pas. Donc, pour garder la ligne, parce que là, il y a la façade qui doit faire ça parallèle à ceci, pour gagner la ligne, je dessine cette partie-là, la façade est comme ça, mais à l'intérieur, c'est comme ça. Et là, il y a un espace qui ne sert à rien. Et ça, pour un fonctionnaliste, c'est très dur, quoi, hein. Alors évidemment, vous me dites Brunelleschi à Florence, pas de problème, hein. Il y a plein de coupoles avec des avants, des arrières et des choses comme ça, etc. Mais pour un fonctionnaliste pur jus ou du moins un héritier comme ça, c'est difficile de laisser des mètres cubes qui sont condamnés à pourrir là, dans leur coin. Et alors, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. La maison, enfin, avant de construire la maison, et donc, je me dis, mais je fais quoi? Alors, je ne sais pas. Alors, c'est la littérature. J'envoie un gars, mais il n'existe pas. La maison n'est même pas construite encore, mais j'envoie un gars pour délivrer l'espace. Donc, pour faire quelque chose de cet espace-là. Donc, pour faire quelque chose de ceci. Et donc, ça, c'est la première nouvelle. Hein. C'est la première nouvelle que j'ai écrite. C'est une nouvelle d'une vingtaine de pages qui explique comment un jour un type dont le métier, c'est justement de délivrer ces espaces. Il y a beaucoup de travail au palais de justice, par exemple. Il a énormément de travail. Chez moi, il n'aura pas grand-chose. Ce sera un petit trou à faire. Rien, quoi. Hein. Mais parfois, il a du matos, quoi. Hein. Et donc, comment est-ce qu'il est envoyé là pour délivrer cet espace. Et là, c'est le moment, il a fait le tour de la maison, il a essayé de chercher, puis il a trouvé l'endroit où il fallait délivrer de l'espace. Et alors, il dit, redescendre les quelques marches, jauger le muret, hein, entre cuisine et salon. C'est là, toujours un peu fébrile, parce que quand il a vu qu'il allait pouvoir délivrer, il est un peu énervé, quoi. Hein, il n'a jamais pu totalement se maîtriser. Poser le sac numéro 3, c'est le sac minable, quoi, pour les petites choses à faire, pas trop. La foreuse, précis, il peut carrément sentir l'air, enfermer, entendre la plainte. Il est comme quand on console un enfant effrayé, c'est fini, c'est fini. Et puis, il a une mission, il pense qu'il a une mission, quoi. J'aurais dû prendre un burin, non, ça va aller. Ce sont des blocs de plâtre, la scie soignée, rapide, et alors un petit coup sec. Et il délivre l'espace. Bon, je ne vous raconte pas la suite, mais donc, voilà, vous voyez, c'est là. Hein, donc la question, c'était... Oula, pardon. C'était là que ça se passait, hein, il fallait faire quelque chose. C'est là, le sol du salon, il est là, et le sol de la cuisine est là. Donc, le triangle fautif, c'est là qu'il se passe. Quoi. Bon. Et donc, voilà, ça c'est le petit patio. Et donc, voilà, c'était une nouvelle. Alors, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on écrit, hein? Donc, je reviens rapidement là-dessus. Bon, on l'a vu, c'est élargir les limites de la représentation. Donc, c'est d'écrire autrement. Ça, c'est clair, quoi. Mais c'est aussi prendre du recul, comme vous l'aurez compris. C'est-à-dire, en fait, l'architecture, c'est un truc hyper pesant, quoi. Et c'est devenu d'une complexité épouvantable. Donc, c'est-à-dire, tout ce le juridique, le technique, a pris un pas mais hallucinant sur la profession. Donc c'est très difficile de construire sans un procès, par exemple. Ça devient très compliqué. Il y a des jeunes confrères, ça va rapidement les dégoûter. Donc, mais voilà, donc clairement, c'est une chose qui est vraiment invraisemblable, quoi. Vous êtes dans des ennuis tout le temps. Et en architecture, on ne peut pas faire de l'humour. Hein. Enfin, il y a des gens qui ont essayé de faire de l'humour, mais généralement c'est une farce postmoderne, ça ne marche pas très bien. Mais on ne peut pas, ou de la dérision comme Rem Koolhaas, mais j'y crois pas, ça. Faites pas de l'humour avec des gens. Vous ne commencez pas à dire « Ah ah, je vous ai fait une chambre comme ceci, hein, j'ai trouvé ça marrant », alors que le type va vivre pendant 50 ans. Donc on ne fait pas d'humour en architecture. Donc, pour moi, la littérature, c'est prendre du recul par rapport aux choses. C'est d'avoir une sorte de regard distancié par rapport aux choses. Et d'ailleurs, les gens qui utilisent mes bâtiments, c'est toujours écrit avant la construction, ils n'ont pas un rapport très particulier avec... ils voient, quoi. Voilà, ils le voient, mais... Mes intentions, à moi, ils ne le remarquent pas. Ils trouvent ça d'ailleurs un peu compliqué. Donc je m'autocritique à travers mes personnages, parce qu'en général, ils trouvent que mon architecture est un peu compliquée. Ils ne trouvent pas pourquoi ces fenêtres ne sont pas alignées, ces machins-là. Ils aimeraient bien quelque chose d'un peu moins brouillon, parce que peut-être que je trouve que je suis un peu trop brouillon dans ma production architecturale. Donc l'architecture comme prise de recul, comme instrument de désacralisation, si vous voulez, d'une production propre. Et une autre chose, et qu'on le verra aussi maintenant, c'est une autre raison pour écrire, c'est se jouer du temps. C'est-à-dire, en fait, quand on fait un projet, vous avez une chance sur 10 qu'il ne se construise pas. Hein, donc c'est à peu près la fréquence. Alors après, vous faites un concours, voilà, déjà il faut être dans la shortlist des concours, et puis il y a une chance sur 5 de gagner le concours, et puis si vous gagnez le concours, le musée de la littérature dont je vous ai parlé tout à l'heure, il ne s'est jamais construit. Pourtant, j'étais jusqu'au chantier.
Donc l'entrepreneur est venu, il a commencé. Au moment où il a commencé, on a dit les budgets sont terminés. Ils ont tous arrêté. 3 ans de travail, des détails, grandeur nature, des choses comme ça, terminé. Je suis content qu'il y ait une petite nouvelle qui reste là-dedans. Hein. Ça me plaît, quoi. Parce que là, il y a des gens, ils sont là. Hein. Ils sont là, vous pouvez enlever les subsides, etc. C'est fini, les gens, ils habitent là. Hein. Donc, ils utilisent mon bâtiment, enfin, dans ma tête à moi, en tout cas. Et donc, c'est aussi cette question-là. C'est ça le problème de l'architecture, c'est que c'est une sorte d'art ou de technique, plutôt de technique, à retardement. Un maçon, un sculpteur, il est là, il fait son truc, il corrige. Si c'est de travers, il peut corriger. Ce n'est pas du tout le cas avec l'architecture. Vous faites et vous produisez sur plusieurs années, et puis à un moment donné, ça se fait ou ça ne se fait pas. Et parfois, je suis en train de terminer un chantier, au milieu du chantier de la cité moderne. Ça fait 17 ans que je suis. C'est une rénovation de 16 logements. Ça fait 17 ans que je travaille dessus. Donc voilà, les choses prennent du temps. Et donc évidemment, la littérature, je ne dis pas que c'est rapide la littérature, parce que je me suis rendu compte que c'était éminemment long, que ça prenait un temps fou. Mais enfin, c'est quand même, voilà, c'est quoi. Et puis on est seul aux manœuvres aussi. Bon. Je vais passer rapidement sur ce projet-là, mais c'est aussi un projet où c'est peut-être le 4e sujet de pourquoi est-ce que j'écris. C'est ce côté un peu pour libérer le petit triangle, là, comme j'explique. C'est un peu le système cathartique, si vous voulez. C'est un peu se libérer de ces... ou en tout cas de les manifester autrement, des questions compliquées qui vous sont posées et que vous n'aurez pas à résoudre en architecture. Comme le petit triangle de ma petite maison individuelle, comme le fait de ce bâtiment aussi, où un jour j'ai gagné un concours pour faire un bâtiment gigantesque. C'est Rubelliard, ce bâtiment qui avait 15 niveaux, avec un hôtel de 100 chambres, 100 logements. Moi qui n'avais jamais construit des petits logements sociaux, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué de construire ça. Comment faire, comment manœuvrer cette question-là. Donc on a fait plein de dessins avant. Vous savez, dans tous les dessins, il n'y avait jamais des morceaux du projet. On ne le voyait jamais en entier, tellement le projet était grand. Donc c'était un peu compliqué. Et donc voilà, ça c'est le bâtiment qui est une fois qu'il est terminé. Alors avant, donc à la fin... au moment de l'avant-projet, j'ai fait habiter un gars, enfin dans l'histoire, j'ai fait habiter un gars dans le cabanon de l'ascenseur tout en haut. Quoi. Voilà, c'est une sorte de SDF. Voilà, et puis voilà, ça c'est son réveil, quoi. C'est son réveil, il a un peu la gueule de bois, et il se réveille. Mais ça m'a quand même amené à la fin à quand même rajouter une porte qui donne sur la terrasse dans le cabanon de l'ascenseur, dans la réalité, hein, je ne parle pas dans la fiction, pour que le gars puisse quand même sortir, prendre l'air, quoi. Parce que je trouvais que de vivre, c'est pas humain de vivre dans ce cabanon d'ascenseur. Donc finalement, voilà, il y a parfois un petit peu d'interférence sur la question. Mais je vais passer rapidement sur le sujet et venir sur des questions encore plus complexes qui sont des nouvelles qui sont devenues, je dirais, qui ont pris plus de cœur quand j'étais amené à travailler sur à Bruxelles. Près de la porte de Namur, il y a une rue très très particulière qui s'appelle la rue du Berger. C'est une rue qui est entre 2 segments, comme ça, qui est très étroite. C'est une sorte de cul-de-sac dans les 2 sens, si je puis dire, parce qu'il s'arrête en T, d'un côté sur la chaussée d'Ixelles, de l'autre côté sur la rue Kemvel. Et c'est une rue très particulière. Il y a des maisons de rendez-vous, il y a un truc qui s'appelle la rôtisserie de la paix, mais c'est c'était, maintenant c'est devenu un hôtel, mais du moment, quand j'ai écrit ça, c'était encore une maison de rendez-vous, donc on pouvait louer ça pour 3 heures, ou des choses comme ça. Et dans cette rue très particulière, on me demandait de faire pour le fonds du logement, donc du logement social. C'est d'abord une bagarre épouvantable avec le service d'urbanisme, parce que le service d'urbanisme veut qu'on construise dans l'alignement. Hein, vous savez que Bruxelles est une ville qui a eu le contre-coup de l'histoire. On a énormément démoli, hein, beaucoup trop, hein, n'importe comment, etc. Mais depuis lors, on veut absolument tout préserver parce qu'on a peur de faire les erreurs du passé. Donc le balancier est parti dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que pour rénover du logement social, j'ai mis 17 ans parce que je voulais ajouter un peu d'isolant à un bâtiment moderne de Victor Bourgeois, mais la commission royale n'en voulait pas. Et c'était une bagarre. J'écris des fables, des choses comme ça. Je ne vous passe sur le détail, mais donc ici, pour simplement, dans cette rue qui est parfois étroite de 5 mètres, pour dire il ne faut pas construire à l'alignement, parce que sinon c'est un canyon que vous allez créer. Et en plus, les logements n'auront jamais de soleil. On peut avoir un peu d'air, hein, donc juste un peu d'air ici, de manière à ce que le logement à l'arrière ait un peu d'air aussi. C'était une bataille, mais à couteau tiré avec les services de l'urbanisme, avec un architecte du service de l'urbanisme, je devrais plutôt dire. Et il se fait qu'en même temps, un type qui voyait qu'on n'arrêtait pas de venir avec des maquettes sur le site, parce qu'on pose des maquettes sur le site et on regarde si ça va aller, quoi, hein, si ça va se construire, ça va être bien ou pas, etc.
il y a un type qui nous a accosté dans la rue et qui a dit « Ah mais vous savez, moi j'ai un tout petit truc entre mitoyen, là, juste dans l'axe de la rue, là, vous voyez là, c'est un bâtiment abandonné, là, vous ne pourriez pas me le rénover et puis la commune me demande de faire un parking souterrain parce que je stocke des voitures en intérieur d'îlots. Et donc on a travaillé aussi alors qu'on travaillait pour le Fonds du logement dans un domaine public, un concours, etc., on a travaillé de manière privée. Donc on travaillait à 2 endroits différents de la rue, si vous voulez. Et donc voilà, ça c'était le site avant, hein, donc la rue très étroite, hein, avec des décrochements. Parfois, elle aussi entre une rue moyenâgeuse, c'est une rue. Et donc là, il y avait plein de mitoyens. Donc en fait, il y avait un mitoyen dans le fond, il y avait un mitoyen à gauche, un mitoyen à droite. Et donc on a travaillé avec du logement qui garnirait les mitoyens et qui leur donnerait une nouvelle vie. Hein. Donc c'était ça le dessin initial. Donc contre ce mitoyen-là, on appuie un bâtiment. Et ce bâtiment se tourne comme ça pour laisser un jardin sur la rue, un petit jardin, minuscule jardin sur la rue. Contre ce mitoyen-là, on met un tout petit immeuble qui se croque comme ça, et à l'arrière, contre le grand mitoyen que vous voyez en photo, on fait un bâtiment en terrasse qui monte comme ça, et le sud décidément par là, ce qui permettrait d'éclairer correctement et donner du soleil à tout le monde, etc. C'est un peu comme si, j'avais l'impression que quand je proposais ça à l'administration communale, c'est un peu comme si je proposais de démolir le quartier, quoi. Ils me disaient, mais vous êtes fous, l'alignement! Je dis, mais l'alignement, il n'y en a pas. Dans la rue, il suffit de regarder la rue, il n'y a pas d'alignement. Hein, donc ça bouge dans tous les sens dans cette rue-là, mais voilà. Et donc, le fait d'avoir ça et le fait d'avoir... donc ça, c'est le bâtiment arrière une fois qu'il est construit. Donc, vous voyez comment on s'appuie sur le mitoyen existant et on fait un système en terrasse qui descend, qui s'infiltre un peu dans le quartier. Et donc, ça, c'est le jardin, hein, le petit jardin. Et donc, et ça m'a amené, si vous voulez, à écrire une histoire, puisque je maîtrisais un peu l'espace de la rue entre ce bâtiment-là et ce bâtiment-là, à écrire une histoire qui est plutôt une histoire policière, hein, dans laquelle j'ai convoqué un peu tout ce qui se passait dans la rue de manière intéressante, parce que tout est intéressant dans cette rue, il y a des tas de choses qui se passent. Et je ne vous raconte pas l'histoire, mais dans la scène finale, en fait, un ancien flic retraité qui est allé écouter un match de foot chez une amie qui était une ancienne femme qui nourrissait des chats parce qu'il y a beaucoup de gens qui nourrissaient les chats avant sur ce quartier-là, mais qui a trouvé un logement dans l'immeuble du fond du logement, au 2e étage, une chambre, comme ça, avec une belle terrasse pour son chat. Et donc, cet ancien policier voit quelque chose qui se passe, et donc il sort par l'ébrasement de la fenêtre, il se rattrape à la fenêtre comme ça, il est au 2e étage, et il a son revolver comme ça, il essaye d'atteindre une cible qui est dans l'axe, chez mon petit privé, là, qui est de l'autre côté, etc. Alors ça, j'ai vérifié les angles, etc., pour essayer, parce qu'il fallait que ce soit juste, évidemment. Et il n'y avait rien qui était construit, donc on avait les maquettes pour essayer de faire ça. Et donc, voilà. Alors, c'est une manière aussi, donc, à la fois de décrire l'architecture, hein, donc les fenêtres de l'immeuble récent en face de l'hôtel, à droite de la rue, sont du fait de l'angle à peine perceptibles, parce que je me demandais s'il serait assez perceptible. Donc je me pose la question déjà, tout au plus comprend-on qu'elles sont disposées en ordre épars, parce qu'on me disait toujours il faut aligner les fenêtres. Et là, je n'ai pas aligné, en ordre épars. Comme c'était à la mode au début du XXIe siècle, quand l'horreur des dictatures, la confusion des idées marquée par l'effondrement des théories et la déconstruction des dogmes avaient rendu impossible toute règle d'alignement. Je me remets en cause, parce qu'on est une période où on mélange les choses. De ce désordre aléatoire, par ailleurs à peine visible du fait de la perspective, émerge le buste d'un homme. De la main droite, il se retient à l'ébrasement de la fenêtre, sa main gauche est armée d'un revolver, dans une posture qui rappelle les plus beaux moments du western, quand le héros sort du wagon pour abattre quelques Indiens. On ne voit pas son visage, il regarde vers le fond, dans l'axe de la rue, et tout dans le mouvement déhanché de son corps, la torsion ferme du buste, la rigueur de l'épaule, indique la détermination, non sans aisance ni souplesse, alors qu'à l'évidence, son corps, c'est un homme âgé, même n'est pas celui de Burt Lancaster ou celui de Paul Newman dans Le Gaucher, puisqu'il est gaucher, parce que s'il devait atteindre l'immeuble d'en face, il devait être gaucher. Ça, j'avais quand même vérifié, bien que lui le soit également. Voilà. Donc là, l'histoire a pris, je dirais, plus de corps. C'est devenu une nouvelle, peut-être 35-40 pages, qui m'a mis 1 an et demi à faire, parce que tout ça prend énormément de temps, puis finalement j'écris pendant mes vacances, quoi, hein, ou le soir, ou dans le train, et donc voilà. Et alors, comme les choses se compliquent un peu plus, hein, donc chaque fois les choses se compliquent un peu plus, j'étais amené en même temps à travailler sur 3 projets. Alors ces 3 projets, je vais vous les montrer. C'est un projet de logement social à Uccle. Alors c'est la première fois qu'on construisait du logement social à Uccle depuis 1980. Hein, parce qu'à Uccle, on ne construit pas de logement social parce qu'on n'aime pas les pauvres, hein, il faut bien dire ça, des choses comme ça, et donc on n'en construit pas. Et donc, quand j'ai déposé mon permis, qui n'était jamais qu'un bâtiment
face à des gens qui étaient avec des immeubles de promotion de 7 étages, un bâtiment qui faisait R+1, R+2, donc je n'étais pas très méchant, mais j'avais 200 personnes dans la salle du collège de Uccle et des avocats pour me dire « pas question, vous allez nuire à notre paysage, etc. etc. » Donc c'était très dur à supporter, hein, parce que vous dites « mais écoutez, non, regardez, la maquette est là, une grande maquette. » tout ça. Et donc en même temps de faire ça, où on avait décidé de réunir 2 rues, hein, donc on partait de là jusque-là, et c'était 2 impasses, et on réunissait 2 rues, à travers quelque chose d'un peu ondulé, comme ça, pour pas que les voitures aillent trop vite, parce que c'est un quartier avec des enfants. Et on donnait à chacun un petit jardin au sud. C'est des maisons ou maisons plus appartements, avec un petit espace public au centre. Et en même temps que je faisais ce travail-là, donc quartier sympathique, agréable, mais grosse difficulté, j'étais appelé par un promoteur anversois qui a fait à Anvers un bâtiment qui est le bâtiment qui regroupe toute la prostitution d'Anvers. Je ne sais pas si vous savez, mais à Anvers, toute la prostitution qui était sur 20 rues a été regroupée sur une rue. C'est une affaire politique, si vous voulez. Donc politiquement, ils ont décidé de concentrer la question. Et en même temps qu'ils concentraient cette question-là, ils ont demandé à un promoteur, enfin ils ont fait un appel d'offres à un promoteur pour construire ce bâtiment qui est une galerie de la prostitution, qui fonctionne à Anvers, que j'ai été visiter. Et il y a une petite annexe de la police, il y a un dispensaire, il y a voilà. Et donc, il m'a dit, vous savez, moi, je veux faire la même chose rue d'Arscott, dans le quartier de la prostitution à Bruxelles, Gare du Nord. J'ai un terrain, est-ce que vous ne voulez pas vous occuper de faire l'immeuble de logement? Je fais aussi un immeuble de logement. Donc, et alors, c'est très marrant, enfin, très marrant, non, on n'est pas du tout dans l'humour. Donc, la rue d'Arscott, c'est là, elle longe les chemins de fer, c'est toutes les vitrines, hein, les fameuses vitrines de la prostitution de la rue d'Arscott sont là. Et là, il y a la rue de Brabant. Alors, la rue de Brabant, pour ceux qui connaissent, c'est exactement l'inverse, c'est la rue où l'immigration a trouvé tous ces magasins. Donc c'est des marchands de tissus, des marchands de robes de mariée, des épices, des choses comme ça, qui sont dans ce site-là. Et donc entre ces 2 rues, lui avait acheté le terrain, et en fait il voulait faire un immeuble de logement ordinaire, qui donne plutôt côté rue de Brabant, hein, ici rue Quadrecte et rue de Brabant, et dont seulement le rez-de-chaussée ici, de ce côté-là, sur le côté de la rue d'Arscott, serait lié à la prostitution. Il me pose ça comme question, mais moi je ne sais pas. La prostitution, enfin, vous ne faites pas ça comme ça, quoi, hein, un truc comme ça. Et j'ai mis énormément de temps à accepter. J'ai mis 1 an à accepter. D'abord, j'étais voir le truc qu'il avait fait à Anvers, j'étais interrogé les prostituées, j'ai discuté avec Espace P, enfin les gens qui s'occupent de prostitution, pour savoir, je m'engage dans quoi là? C'est un programme assez bizarre. Et donc, en même temps que je faisais ça, et finalement, j'ai accepté, parce que finalement, toutes les SBL, etc., disaient, c'est pas une bonne solution, mais c'est la moins mauvaise. En gros, c'était ça qui apparaissait, c'était que, bon, concentration. Ça n'a évidemment absolument pas marché parce que Anvers, c'est une commune, Bruxelles, c'est 19 communes, et donc il était hors de question que Schaerbeek prenne tout et pas Bruxelles ni les autres communes. Donc, tout ça, comme beaucoup de projets que je fais, n'a marché sur rien. Et donc c'était ça. Donc il y avait un immeuble de logement à l'étage, classique, des beaux appartements, et au rez-de-chaussée, un car wash qui existait, qu'il fallait conserver, et cette galerie de prostitution avec des lits. Le plan n'était pas de moi, mais le plan était le plan qu'il avait utilisé à Anvers, qui devait être établi. Et donc, voilà, donc, si vous voulez, il y a en gros plutôt un immeuble appartement sur la rue Quadrecte, et le rez-de-chaussée de la prostitution est là. Et en fait, j'avais imaginé des espèces de grands lettrages pour les gens, parce qu'il y a énormément de trains qui passent à cette hauteur-là, qui référencent sur la gare la plus au nord et la gare la plus au sud d'Europe, pour savoir un peu où on est ici. Et donc, en même temps, donc, il y avait ce projet de la SUL, les 120 riverains friqués et leurs avocats, puis il y avait ces gens-là. Alors là, la concertation, la concertation pour ce projet-là, c'est tout à fait autre chose. Donc c'était tous les macros, hein, de la rue d'Arscott, donc des types avec des revers luisants comme ça et des chaussures pointues, etc., qui étaient là et qui disaient, la maison communale de Schaerbeek, c'est comme ici, et qui disaient, ce projet-là, tu ne le fais pas, comme ça. Bon, oui monsieur, etc. Ils avaient amené les filles pour dire mais non, c'est une honte, etc., etc. Des femmes énormes, maquillées, etc. Mais tout le monde était contre le projet, mais pas du tout pour les bonnes raisons. C'est parce qu'évidemment, là, c'est loué à l'heure et il n'y a plus de proxénétisme, évidemment, dans des systèmes comme ça. Donc, voilà. L'architecture, ça mène à tout. Hein, et donc, et en même temps, un 3e projet de logement social qui était à la gare de Calvoute. Là c'est aussi du logement social, c'est aussi à Uccle, donc c'était 200 personnes, mais ils avaient de très bons avocats. Et puis il y avait un scarabée, donc ils ont trouvé un scarabée sur le site. Et donc, une fois qu'on trouve un scarabée à Bruxelles, on dit c'est une espèce très rare. Hein, le site était engrillagé, et donc le projet ne s'est jamais fait pour protéger le scarabée.
Donc, c'est vrai. Donc, voilà. Et donc là, on avait proposé d'être sous la rue, mais de prendre du recul parce que le terrain était assez profond, etc. Donc, ce projet-là, c'est jamais fait. Le projet de la rue Quadrecte, c'est jamais fait. Mais celui-ci, c'est fait. Celui-ci, c'est fait. Et en fait, j'ai imaginé, à ce moment-là, ce moment qui était un peu difficile pour moi sur les 3 avant-projets, une histoire qui relie les 3 des personnages. Chacun habite dans un des endroits et ils ont des histoires particulières. Un habite dans la tête du serpent, comme je l'ai expliqué. Ici, j'explique un peu le caractère du quartier, du quartier de la rue de Brabant et de la rue Quadrecte. Il y avait toujours, même l'hiver, même très tard, quand personne ne peut dire si c'est encore la nuit qui n'en finit pas de s'achever ou le matin qui commence avec un peu d'avance, quand aucun passant qualifié d'honnête ne s'aventure sur la rue d'Arscott, ce qui est rare, parce que la prostitution ne se relâche jamais, il n'y a pas d'heure pour cela, il y a toujours un homme qui se sait ou se croit seul, même le jour de l'an ou de son anniversaire. Quand la gare arrêtait un instant d'avaler ou de recracher ses nafteurs, quand la rue de Brabant se calme, ce qui est quasi impossible, puisque ces innombrables stocks de vaisselle, de tissus ou de thé sont achetés par des commerçants qui traitent en temps réel avec des villes comme Karachi, Peshawar, Tanger ou Caracas, dont l'une s'endort quand l'autre s'éveille. Quand tout semblait définitivement calmé, il y avait toujours du mouvement, nul ne se déplace, rien ne bouge, mais tout frémit, c'est ce qu'on sent dans ces quartiers à 3 h du matin, par exemple. Et donc, cette nouvelle est tout à fait grave, il n'y avait pas d'humour, là, j'arrivais pas, mais c'était plutôt ces nouvelles qui, en fait, sont des personnages qui, 20 ans après, se souviennent d'un moment où ils ont été ensemble, quoi, voilà. Et donc, seul le bâtiment de la SUL, de la Société Lucloise du Logement, s'est construit. Comme vous voyez, il est gigantesque, donc R+1, donc parfois R+2. Ça, c'est la tête du serpent, où habite Simon, premier étage. J'ai voulu aller sonner pour aller rencontrer le type qui habite vraiment, et puis je me suis dit non, je ne vais pas lui dire bonjour, tu es Simon. Ça ne va pas, quoi. À un moment donné, il faut faire une sorte d'étanchéité entre les différentes questions. Donc voilà, on voit le serpent un peu en arrière, là, tout en bois, c'est un bâtiment en bois. Bon, et donc les choses se complexifient parce que c'est des nouvelles qui me prennent de plus en plus de temps. Et donc je vais peut-être parler du dernier, puis je parlerai très rapidement des choses qui m'ont occupé plus récemment. Donc autre projet, quelques années plus tard, à la fois aussi toujours, l'échevin des sports de XL est un ancien boxeur professionnel qui s'appelle Diallo. Et c'était un gars qui n'est pas passé très très loin de la délinquance juvénile quand il était jeune, quoi. Il le dit lui-même, et qui a toujours rêvé, c'est un type qui a réussi, il est devenu échevin, etc. Il a toujours rêvé de faire autour de la boxe quelque chose qui tenait lieu de l'apprentissage par le sport de combat, quoi, voilà, faire quelque chose avec les jeunes du quartier. Et donc il a mené ce quartier, donc on avait un terrain. On avait un terrain comme d'habitude le long du chemin de fer. Moi, je construis quasiment que le long du chemin de fer. Donc, le chemin de fer, un entrepôt. Ici, un bâtiment déjà rénové aux étages, c'est la rue du Sceptre. Ça, c'est rue de la Couronne, rue du Trône. Dans ça, par là, on arrive vers la place Taget, si vous voulez. Et donc, la commune achète un terrain et et fait un concours pour faire une salle liée au sport de combat. Voilà. Et en même temps, on gagne un concours à Liège pour la communauté turque, la communauté musulmane turque, pour faire une mosquée. Et donc, ils ont un terrain, donc un grand terrain, comme ça, hein, en intérieur d'îlots, donc ils ont, voilà, ça communique ici, ça communique avec, mais c'est un grand terrain, et sur ce grand terrain, ils essayent depuis 10 ans de faire une mosquée. Alors au début, ils ont fait comme tous les Turcs, ils ont mis Sainte-Sophie, parce que toutes les mosquées turques, c'est Sainte-Sophie, alors que Sainte-Sophie, c'était l'église, c'est amusant, bon, voilà. Et donc, partout en Turquie, quand vous allez voir, c'est toujours Sainte-Sophie qui refait. Même Sinan, même le grand Sinan refaisait des Sainte-Sophie. Et donc, eux ont mis Sainte-Sophie là, et puis ils ont été en concertation, et les gens ont dit, mais Sainte-Sophie, on ne veut pas de Sainte-Sophie, ça chez nous, quoi, hein. On ne veut pas de minaret, on ne veut pas de ceci, ça. Et donc, à la fin, après le 5e refus, ils vont voir les chefins, ils disent, mais, ou l'architecte communal, et ils disent, l'architecte communal plutôt, M. Gomez, et puis ils disent, vous êtes contre la mosquée ou bien vous êtes contre Sainte-Sophie, quoi. Et non, on n'a rien contre la mosquée, mais essayez, voilà. Et alors, ils font un concours, la ville de Liège leur donne que non, je sais, le moment où je faisais le projet à Liège,
Et donc, voilà, il demande à des architectes liégeois comme Ebeling, des gens comme ça, et à moi et à un ou deux Bruxellois de réfléchir à la question. Moi, évidemment, j'adore cette question parce que bon, j'habitais au Maroc pendant quelques années. Voilà, je trouve que c'est un sujet intéressant. Au Maroc, on ne peut pas rentrer dans les mosquées, en Turquie, oui, etc. Donc, cette question-là, je la trouve tout à fait intéressante. Ça, c'était les intentions de la salle de boxe. Donc, voilà, je pars à Istanbul, je rentre dans plein de mosquées, je fais des relevés. Donc, c'est des petits dessins que j'avais fait sur la mosquée Rustem Pacha, qui est un truc fantastique au-dessus du marché, pour ceux qui connaissent Istanbul, cette mosquée absolument extraordinaire. Tout ça. Et j'essaie de trouver la commune mesure, qu'est-ce qui peut être contemporain dans une mosquée, quoi. Qu'est-ce qui peut être, voilà. Et des réflexions sur les lieux de prière, sur le fait que ça ne doit pas ressembler à Sainte-Sophie, sur l'intérieur de l'îlot. Et finalement, on fait un projet qui est basé un peu sur l'entrelac et qui essaye de mettre la partie non sacrée. On se dit, on va commencer par la nourriture. Donc la mosquée, c'est très bien, mais il faut aussi une bonne cafétéria, et la cuisine turque, c'est bon, et c'est peut-être un moyen aussi voilà, on était voir des mosquées en Allemagne, etc., où la seule chose qui marche, c'est le restaurant, ou en tout cas, les gens non musulmans, ils vont là, parce qu'ils mangent bien, quoi. Donc on s'est dit, on peut commencer par le petit bout de la lorgnette, peut-être pas trop par le sacré, et avoir quelque chose, en tout cas sur la rue, qui soit plutôt du domaine laïque, et le sacré serait plutôt vers l'intérieur de l'îlot. Donc on fait un projet, on fait une maquette 5% avec le lati, etc. etc. Enfin, voilà, le projet comme ça, il commence d'une manière légère sur la rue, et puis il part avec des circonvolutions, et il vient entourer finalement la coupole. Et le minaret est sur le côté, et le minaret est en métal et évoque plutôt le passé industriel, tous les Turcs qui ont été dans le charbonnage, quoi, en fait, en gros. Et donc, et on se fait un tissu de relations parmi ces gens qui essaient quand même de pousser un projet, etc. etc. Et puis finalement, on passe en concertation, etc. Et les gens acceptent, ils disent oui, ça c'est chouette. On laisse la moitié du terrain au quartier. Hein. On dit cette partie-là, ça peut devenir un parc méditerranéen, un peu basé sur voilà, le jardin de Topkapi. Il y a moyen de faire des trucs. Et donc, on fait le projet sur la rue, la cafétéria, la bibliothèque, plutôt des patios, des choses comme ça à l'arrière. On fait le projet. Et évidemment, voilà, ça se fait pas. Enfin, ça se fait pas. Si, ça se fait. On fait le permis de bâtir, on fait le dossier d'exécution, on trouve un entrepreneur, on démarre le chantier. Et à un moment donné, voilà, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe, parce que c'est épouvantable, des choses comme ça. Vous travaillez pendant 5 ans sur un truc qui vous motive, mais à fond, complètement, de manière obsessionnelle. Enfin, moi, j'étais vraiment complètement. Et puis à un moment donné, il faut caser une entreprise qui est un ami du Premier ministre Erdogan, et qui habite dans le Limbourg, et qui a décidé de faire sa loi sur le projet. Vous êtes éjecté, et puis c'est fini, quoi. Et le projet se construit sans vous, n'importe comment. Enfin, c'est des choses épouvantables. Alors, pour ça, je suis content d'avoir écrit. Là, ça m'a pris, parce que mélanger la boxe et la religion, moi qui suis agnostique plutôt, était une chose complexe. Relire le Coran, parce que comprendre l'architecture, etc., assister à des matchs de boxe, pas en faire moi-même, parce qu'on a le gabarit qu'on peut, mais il fallait quand même un peu comprendre ce qui se passait là-dedans, et essayer de mêler les deux univers. Finalement, ça m'a pris 4 ans, et c'est un roman. Donc il y a 250 pages pour évoquer cette question-là. Ça m'a épuisé complètement. En même temps, après, la mosquée est tombée à l'eau. La salle de boxe est construite, mais la mosquée est tombée à l'eau. Enfin, la salle de boxe est plus ou moins construite, peu n'importe comment, un peu à la va-vite, comme ça, je préfère ne pas savoir. Et donc là, il y a toute une histoire qui s'est greffée, et cette histoire mêle finalement un personnage qui change de vie assez souvent, qui aime bien évoluer dans la vie, qui a été boxeur, qui est musulman pour le moment, qui est lié à des confrontations avec la minorité musulmane chinoise, les Ouïghours, voilà, enfin, il y a toute une histoire. Et Alice, donc une des héroïnes du roman, à un moment donné, voilà, va dans cette salle de sport parce qu'elle espère rencontrer Louis, qui est le type qui change de vie. Et donc c'est cette confrontation entre des gens qui ne se connaissent pas et une femme qui n'est jamais rentrée dans un truc de sport, et qu'est-ce qu'elle fait, quoi, hein. Voilà. Et donc ça, c'était ce qu'on avait proposé pour le concours. Et elle assiste, elle voit rentrer Louis, et elle assiste à l'entraînement, quoi. Elle voit comment c'est. Et je vous jure qu'il y a 3 semaines, je suis allé dans la salle qui maintenant est en pleine, enfin, ça marche, quoi. Et j'étais donc, elle s'appuie sur la rambarde, parce que tout le monde est passionné par ce combat qui se passe à un moment donné, parce que Louis a l'air d'être un boxeur qui s'y connaît un peu, et donc tout le monde se met comme ça. Après, quand on a dessiné le détail de la rambarde, la lisse, donc la partie supérieure de la rambarde, on l'a faite bien douce, comme ça, pour qu'Alice
soit bien confortable. Récemment, je suis allé voir, et effectivement, il y avait une jeune fille qui appuyait, il y avait un boxeur en dessous. C'était dingue, quoi. C'était vraiment, j'avais l'impression que les choses se concrétisaient, que le roman rejoignait la réalité construite. Ça doit être exprès, l'image a disparu. Pour la mosquée, ça ne se verra jamais. Hein, et donc ça, c'est Louis, à la page 220 ou 230, revient, il est passé par la Chine, peu importe, ça m'a permis de prendre le transsibérien pour faire le trajet, essayer de comprendre où Louis traînait ses pieds et d'écrire en même temps, etc. Il revient et il voit le bâtiment qu'il n'a jamais vu, il a été invité, il y a une fête musulmane qui se passe. Et donc voilà, demain, la fête sera demain, une sorte de paix flotte dans ce jardin. Il se sent protégé des rumeurs de la ville, comme de ses propres questions. C'est l'heure du Maghrib, la prière du soir. Il pourrait se joindre à ce groupe, parce qu'il voit, il voit des gens, prendre place sous la coupole, mais il n'est pas prêt, il ne prie pas, du moins pas de cette manière. Il se sent différent. Il vient de passer 5 ans en Mongolie, en gros. À la gare, il l'a compris dans le regard des autres, même si ses vêtements sont occidentaux, ordinaires, un jeans, des baskets, une veste fourrée. Il se regardait dans le miroir, des toilettes du train. Il ne s'est pas reconnu, creusé, incroyablement marqué par le temps, etc. Et donc l'histoire est finie, voilà, le roman est écrit, la mosquée ne verra jamais le jour, et voilà, c'est comme ça. La salle de sport est construite, et donc elle est là, donc c'était un peu la visibilité, pour reprendre ce que disait Calvino, hein, être visible à partir du chemin de fer. Donc on voit, quand on va sur le chemin de fer, on voit, après la gare du Luxembourg, il y a des gens qui s'entraident, des choses comme ça. J'écris sport parce que c'est un nom qui se décline dans les 3 langues nationales, parce que voilà, il n'y a pas et c'est tout un parcours. Donc ça, c'est la salle avant qu'elle soit occupée. Donc c'est une sorte de spirale, si vous voulez, qui est si vous voulez, le bâtiment se découpe, je ne sais pas si je peux montrer ça, voilà, comme ça. Le toit se découpe et monte graduellement, et qui est une sorte d'évocation du parcours du type qui commence par faire un peu ses muscles, et puis après qui graduellement tourne autour du ring central et finit par devenir... voilà, on la voit habitée maintenant par le ring au centre et les plafonds qui montent comme ça, et au moment où les plafonds montent, il y a une mezzanine qui vient se glisser. Cette mezzanine permet d'arriver sur la terrasse et de faire que le profil de la toiture qui continue à monter soit utilisé aussi comme espace en plus d'entraînement. Voilà, ça c'était une visite scolaire, enfin un petit des gens sur la toiture, voilà, qui fonctionnent comme ça. Voilà, donc je vais être hyper bref sur les 3 dernières nouvelles, parce que je vais dire, voilà, 6h15 c'est bien. Simplement, c'est les 3 sujets qui m'ont occupé récemment, les plus récents. L'histoire du roman m'a liquidé, quoi. Hein, relire un roman, mais c'est complètement... Enfin, moi, je ne savais pas. En fait, c'est comme l'architecture. Au début, vous pensez que... Voilà, vous faites un dessin, quoi, ça va se passer, peut-être vous avez trouvé un dessin qui vous intéresse, etc. Et vous n'êtes même pas au millionième du début, parce que c'est tout le reste, la relecture, le machin, etc., remise en question, etc., qui va rendre l'opération crédible, sinon il n'y a rien qui se passe. C'est comme tous les mauvais bureaux qui font l'architecture, ce n'est pas parce que c'est des mauvais architectes, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps, je ne peux pas croire ça. Et donc, voilà, donc je termine rapidement sur les 3 derniers sujets, mais je n'expliquerai pas l'histoire, mais en gros... J'essaie de me limiter à une nouvelle par an à peu près, parce que ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est un concours qu'on a gagné pour faire la maison communale de Molenbeek. Donc la maison communale de Molenbeek, elle est là, avec la place, là il y avait le marché, le jour où ils ont fait la photo, donc avec le marché qui est là. Et donc ils ont acquis un terrain qui est là, et qui est un terrain qui est... en fait là, vous voyez, c'est l'ancienne petite Seine qui passe ici. Donc c'est voûté, ça n'existe plus évidemment, mais on voit encore des bâtiments qui ont des courbes et des choses comme ça. Et donc nous, on s'est souvenu de cette question-là. On faisait un bâtiment qui à la fois est un bâtiment qui est légèrement courbé, mais en plus, comme c'est un bâtiment où on met tous les services communaux de la commune, enfin finalement tous les services état civil, démographie, population, passeport, étranger, etc., etc., et que donc il y avait 65 ou 70 guichets à mettre, 1000 personnes qui arrivent par jour dans ce truc-là. Donc on a fait un comptoir qui fait toute la longueur, donc c'est un comptoir qui fait 60 mètres de long, et comme on savait qu'on devait occuper le premier étage, parce que nos comptoirs, ça ne suffisait pas, 60 mètres, il fallait occuper tout le premier étage, on a fait une rampe qui monte à 5% et qui monte toute la façade, de telle manière à ce que tout le monde puisse, en prolongation de la rue, monter lentement et se retrouver au premier étage. Et donc, voilà, donc la question du rapport, la question aussi du rapport, quand vous êtes à la maison communale, le rapport avec l'autre, quoi, comment ça se passe, hygiaphone ou pas hygiaphone, hein, donc
Donc on a enlevé les vitres, on a essayé de libérer ces questions-là, mais le public est très difficile, hein, donc c'est pas du tout évident de convaincre. On a beaucoup discuté pour convaincre, pour voir qu'il n'y ait pas de vitres, hein, pour que les gens, simplement on a surélevé un peu les gens pour qu'ils soient assis, qu'ils soient là, au même regard. Donc il y a beaucoup de travail sur le voilà. Et donc on a fait un projet légèrement courbé, qui laisse derrière elle la coupole de la maison communale, donc il la laisse visible, et une gigantesque rampe qui donne accès aux ces problèmes des confrontations des habitants. Voilà, et voilà le projet. Voilà. Et donc cette histoire-là m'a permis de réfléchir sur la question de l'identité. Hein. En gros, c'est quoi l'identité? Et donc, qu'est-ce que c'est que cette quête de papier? J'ai passé plusieurs jours assis derrière les gens des guichets à essayer de voir ce qui se passait derrière l'hygiaphone, parce que les hygiaphones actuellement, c'est terrifiant, parce que les gens, parfois, se voient signifier un ordre de quitter le territoire. Hein. Donc, les gens tremblent en passant leurs mains pour passer les documents, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut régler cette question-là? Donc, mon sujet confronte deux personnages, en gros, un qui, pour des raisons X, n'a plus envie d'avoir d'identité. Il en a marre. C'est un entrepreneur de Molenbeek, son entreprise ne marche pas très bien. Voilà. Il a 60 ans. Voilà. Il veut disparaître. Il ne veut plus avoir de traces. Quoi. Et un autre, c'est un Syrien, il est arrivé ici, c'est une nouvelle qui a été écrite il y a 3-4 ans, donc il n'est pas du tout en prise avec l'actualité, mais elle l'est. Il se fait qu'au moment où je l'ai écrite, je revenais de Syrie, donc j'ai voyagé en Syrie juste avant le début de la guerre. Et donc c'est en même temps qu'il y en a un qui veut avoir absolument une identité, parce qu'il veut des papiers, quoi, et l'autre, il voudrait bien ne plus exister dans les grands fichiers communaux et des trucs comme ça. Quoi. Et c'est la confrontation de ces deux choses-là. Ce qui m'a permis de décrire, parce qu'il y a aussi évidemment quelques terroristes, mais je n'aurais jamais écrit ça aujourd'hui, mais c'était il y a 3 ans, qui vont exploser le bâtiment, décrire la propre ruine de mon bâtiment. Ça m'a intéressé parce que je sais pas si vous connaissez la maison de John Sloan à Londres, mais lui-même a décrit la ruine de son bâtiment. C'est très intéressant de montrer ce que c'est qu'un bâtiment quand il a explosé. Bon, j'avais déjà fait le coup avec le musée de la littérature à l'époque. J'avais déjà décrit le fait que le bâtiment serait racheté 20 ans plus tard par un complexe, et finalement j'ai eu raison puisqu'il ne s'est jamais construit. Et donc, voilà, ça c'est les photos du bâtiment de la maison communale actuellement, donc en cours. C'est aussi l'occasion de voir les architectes de mon équipe, parce que c'est quand même, voilà, qui discutent avec les entreprises, parce que la littérature, ça se fait tout seul, mais l'architecture, ça ne se fait pas seul. Quoi. Je suis avec une équipe, j'ai des gens qui travaillent avec moi depuis très longtemps, et voilà, c'est un vrai travail d'équipe. Donc ça, c'est le projet, il n'est pas encore terminé. Donc le lieu public, la grande rampe, il y aura des énormes lettres Molenbeek qui vont s'inscrire de ce côté-là. La rampe, le faux plafond, le guichet sur la profondeur, etc. Voilà, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Après, j'ai essayé de travailler sur... on fait du logement social à Boisfort, sous le square des Archiducs. J'ai eu la mauvaise idée d'imaginer que le héros de mon personnage était un architecte, et puis qu'il écrivait des histoires. Et j'ai commencé une nouvelle sur cette histoire-là. Alors là, c'est catastrophique, quoi, hein, parce que là, vous êtes en plein dans votre propre histoire personnelle, et ça, c'est épouvantable. Finalement, j'en ai fait une femme, parce que ça devenait trop proche, et donc dans cette question-là, et donc j'en parlerai pas, c'était la dernière nouvelle, et la toute dernière chose que j'ai écrite, qui est celle de cette année-ci, c'est un immeuble qu'on fait aussi le long du canal, le long du chemin de fer, rue Terre-Neuve. Le carré n'est pas au bon endroit, pardon. Donc c'est sur ce terrain-là. Donc c'est vraiment sur le chemin de fer, entre la gare centrale et la gare du Midi. Habiter sur le chemin de fer, 60 logements sociaux, 12 étages, comment faire, etc. etc. Comment habiter là, voilà. Et donc là, en parallèle avec l'avant-projet, le chantier vient de commencer. J'ai écrit une nouvelle qui est plutôt un conte de fées, parce que je voulais quelque chose de très positif sur cette question-là. Voilà. Voilà, et donc je vais terminer parce que je sais que les choses sont très denses, très actives, et donc je voulais juste, les quelques images que j'avais laissées, que je vais vous passer en continu maintenant, c'est plutôt reposant. C'est toujours cette quête de savoir qu'est-ce qui va habiter et qu'est-ce qui est au centre de nos préoccupations finalement. Et en fait, on a fait un ensemble de logements, de 80 logements il y a quelques années, et on avait l'occasion de faire une belle maquette parce qu'elle était exposée à Shanghai, et donc on a fait une très belle maquette de l'ensemble, et donc ces 80 logements, 200 habitants, et en fait dans la maquette, non ça c'est l'autre, donc dans ce projet-là, on a fait une maquette et on a mis les 200 habitants, et donc ils sont là quoi, donc voilà, ils sont tous là, sur les terrasses, dans les entrées,
Il y en a, on a fait une salle communautaire, donc on les a mis devant. Il y en a sur les balcons. Il y en a sur les toitures, terrasses qu'on a utilisées. On a fait un plan d'eau, on a imaginé ça l'hiver. Donc le baroque était de retour avec une multiplicité de détails. Et ce projet-là, heureusement, s'est construit. Voilà. Merci.